Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Dmitry Polyansky, premier représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. Nous constatons qu'après des décennies de guerre froide, marquées par une lutte acharnée avec les États-Unis, il y a eu, bien sûr, l'ère post-guerre froide, durant laquelle l'architecture de sécurité européenne s'est organisée autour de l'expansion de l'OTAN, enfermant une fois de plus les États-Unis et la Russie dans cette rivalité à somme nulle pendant encore 30 ans. Mais cette nouvelle stratégie de sécurité nationale, si elle est sincère, et je tiens à le souligner, pourrait représenter une occasion de réinitialiser complètement les relations entre les États-Unis et la Russie. Pensez-vous qu'il y ait des raisons pour Moscou d'être optimiste, ou du moins prudemment optimiste? Quelles sont vos réflexions sur ce nouveau document en tant que diplomate en contact avec vos homologues américains? Eh bien, c'est avant tout un document américain. Il contient certains signaux auxquels nous prêtons attention. Mais bien sûr, nous devons avant tout nous concentrer sur nos réunions, nos accords et nos discussions bilatérales. La réunion décisive, selon moi, a eu lieu à Anchorage et nous continuons à nous appuyer sur les résultats de cette rencontre. Aujourd'hui, mon ministre des Affaires étrangères a souligné que la réunion entre le secrétaire Blinken et le président Poutine, ainsi que son équipe le 2 décembre, s'inscrivait pleinement dans l'esprit d'Anchorage, ce qui signifie que l'élan est toujours présent et que nous continuons à dialoguer et à échanger. Nous pensons donc que pour nous, il est plus important de discuter des choses de manière bilatérale et de concevoir ensemble ce que nous faisons bilatéralement plutôt que de manière unilatérale à travers des documents. Je ne veux ni le critiquer ni le louer. C'est un document américain. Et bien sûr, il contient beaucoup d'éléments intéressants, de nombreux signaux différents de ce que nous aurions pu imaginer il y a un an, ou surtout il y a quelques années. C'est donc une évolution intéressante. Une évolution intéressante. Ce qui est important, c'est que nous parlons désormais en adultes. Nous n'évitons pas les questions difficiles. Nous essayons de trouver des solutions. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout, mais au moins nous avons commencé à nous parler et à identifier les problèmes comme des adultes devraient le faire. Contrairement à l'Europe, qui tente d'ignorer de nombreuses questions de sécurité, de vivre dans un monde irréaliste et de présenter la Russie comme un adversaire, un ennemi, avec lequel il ne vaut pas la peine de dialoguer. Nous le faisons d'une manière normale et pragmatique. Comme les grandes puissances devraient interagir, car elles portent une lourde responsabilité et doivent affronter la situation dans l'intérêt du monde entier. C'est ce que nous faisons, et c'est plutôt encourageant en ce moment. Voyez-vous encore des limites à cette voie diplomatique? Eh bien, je suppose. Y a-t-il des limites à la manière dont les relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie peuvent se développer sans d'abord résoudre la guerre en Ukraine, étant donné qu'il s'agit avant tout d'un conflit par procuration entre l'OTAN et la Russie? Eh bien, une solution militaire en Ukraine n'était pas notre choix. Nous avons fait de nombreuses tentatives pour résoudre cette crise de la sécurité européenne par des moyens diplomatiques, mais nous n'avons pas été entendus. Alors nous avons dû faire ce que nous avons fait. Dès le premier jour, comme vous vous en souvenez, nous n'avons cessé de répéter que nous préférerions une solution diplomatique pour l'Ukraine et pour toutes les contradictions qui existent aujourd'hui en Europe, en Ukraine ou ailleurs. L'Ukraine était totalement un produit de l'Occident. C'était un coup d'État anticonstitutionnel inspiré par l'Occident. Aujourd'hui, ce pays récolte les fruits de ce qui s'est passé en 2014, voire plus tôt. Et il appartient
à ceux qui étaient derrière ce coup d'État, derrière ce projet anti-russe mis en œuvre en Ukraine, de trouver une solution qui nous permette d'avancer avec dignité, avec une vision claire de l'avenir et avec optimisme. Jusqu'à présent, l'Europe ne le fait pas. Il y a des vents différents aux États-Unis, ce qui est encourageant. Mais l'Europe est très décevante, et chaque effort qu'elle entreprend semble viser à faire dérayer le processus, à le saper et à pousser l'Ukraine à continuer de se battre, avec toutes les terribles conséquences que cela entraîne pour le pays, son peuple et son avenir. C'est le choix de l'Europe, ce qui est très étrange, et je dirais assez égoïste sur fond de ce qui se passe actuellement avec l'aide de la Russie et le leadership des États-Unis. Souvent, lorsque j'écoute différents analystes ou commentateurs, ils ont tendance à diverger sur ce que sont réellement les ambitions des États-Unis. Certains affirment qu'ils sont sincères dans leur recherche de la paix, étant donné que, durant l'ère bipolaire ou unipolaire, il existait une confrontation naturelle avec la Russie. Mais dans un monde multipolaire, les incitations devraient aller davantage vers la coopération. L'autre point de vue consiste à dire qu'il ne s'agit que d'une sorte de séquençage stratégique, en confiant la confrontation avec la Russie aux Européens. Et la question qui revient souvent est la suivante. Si les États-Unis le voulaient vraiment, étant donné qu'ils exercent une telle influence sur l'Ukraine, ne pourraient-ils pas faire davantage pour mettre fin à ce conflit, puisqu'ils fournissent tant de renseignements, d'armes, de logistique, de conseillers et tout le reste. De plus, certaines solutions semblent être du ressort même des États-Unis, comme ne pas élargir l'OTAN. Il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement de Kiev pour cela. Cela semble être à la portée de Washington. Je me demandais comment vous interprétez cela. Eh bien, il y a quelques indices que c'est la logique à Washington en ce moment. Chercher des solutions plus durables et à long terme, qui vont bien au-delà de la situation en Ukraine. Elles restent très modestes, et je ne veux pas les exagérer, mais c'est une tendance assez encourageante que nous observons actuellement, alors que nous avons commencé à discuter de ces questions. Car pendant de très nombreuses années, eh bien sûr, le point de départ logique serait le discours du président Poutine à Munich en 2007. Nous avons essayé de montrer les problèmes auxquels nous serions inévitablement confrontés si l'Occident ne changeait pas sa logique. La logique du jeu à somme nulle, la logique de l'OTAN comme pierre angulaire de sa sécurité, les tentatives de saper la notion de sécurité indivisible, malgré le fait qu'ils aient accepté de l'inclure dans certains documents de l'OSCE. Ce processus était donc clair dès le départ. Il devait inévitablement conduire à de gros problèmes. Et en 2007, le président Poutine a fait une évaluation absolument directe de la situation et une analyse claire de ce qui nous attendait si l'Occident ne changeait pas de cap. L'Occident ne l'a pas fait. La question maintenant est de savoir ce qu'il adviendra après un règlement en Ukraine, car ce règlement n'est qu'une partie du tableau. Il y a une image plus large et un énorme éléphant dans la pièce que nous ne pouvons pas ignorer. Les Américains ont commencé à adapter leur regard à ce sujet. Je suis très encouragé par certaines déclarations de représentants américains, par exemple concernant l'OSCE, une organisation très importante, mais actuellement sous-estimée et un peu en sommeil. Mais les idées avancées auparavant pourraient servir de base à une coopération entre tous les membres de l'OSCE, entre tous les pays européens, et cela pourrait nous mener vers quelque chose de positif, quelque chose de tourné vers l'avenir. Encore une fois, il y a beaucoup de réserves. De nombreux pays ne veulent pas voir la réalité de la même manière que les États-Unis l'aperçoivent actuellement. Mais malgré tout, c'est un début. Et une fois que nous aurons trouvé une solution à cette crise,
Nous devrons nous attaquer à un problème plus vaste si nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où une autre guerre éclaterait en Europe. Non pas parce que la Russie le souhaite, non pas parce que la Russie veut attaquer l'OTAN ou l'URCOR, mais à cause de la tendance que les alliés européens actuels ont essayé de créer. Dans leur société, la seule logique qui prévaut est que la Russie est un ennemi, que la Russie finira inévitablement par attaquer, et que l'Europe doit se préparer à la guerre contre la Russie. Et ils essaient de s'en servir comme d'un écran de fumée pour dissimuler leurs propres erreurs, leurs propres mauvaises évaluations, les problèmes de leur société. C'est une logique utilisée depuis des décennies. Si vous avez de gros problèmes chez vous, essayez de trouver un ennemi extérieur et de zombifier en quelque sorte votre opinion publique, car la guerre devient une solution pour des élites politiques en faillite qui veulent préserver leur existence. Rien de nouveau ici. Tout est dans les livres d'histoire, mais malheureusement, beaucoup de gens ne les lisent pas. Eh bien, dans ce nouveau document sur la sécurité, les États-Unis semblent affirmer que l'élargissement de l'OTAN a dépassé sa date de péremption, qu'il est temps de trouver d'autres solutions. L'élargissement de l'OTAN a essentiellement redivisé le continent et ravivé une partie de la logique de la guerre froide. Vous avez mentionné l'OSCE. Voyez-vous une possibilité d'aller aussi loin et de s'attaquer aux causes profondes, de réduire le rôle de l'OTAN et de renforcer celui de l'OSCE? Est-ce quelque chose qui intéresse les États-Unis? Je veux dire, la partie concernant l'OSCE. Oui, je pense qu'il est trop tôt pour être excessivement optimiste à ce sujet, mais il y a certains éléments, certaines déclarations qui pourraient aller dans la bonne direction, vers une compréhension des causes profondes de la crise. En ce qui nous concerne, il est tout à fait clair que l'OTAN ne fait absolument pas partie de la solution. Elle fait partie du problème. C'est une relique de la guerre froide. Il y a eu des idées très audacieuses. Je m'en souviens à la fin des années 1980, au début des années 1990, et même au début des années 2000, visant à créer une sorte d'organisation de sécurité pan-européenne. Cela signifierait qu'il n'y aurait plus d'OTAN sous la forme qu'elle a aujourd'hui, mais plutôt une organisation qui prendrait en compte les intérêts de sécurité légitimes de tous les pays européens, et pas seulement européens. Peut-être dans une dimension euro-atlantique plus large. Mais ces idées audacieuses ont été complètement sacrifiées par la logique de l'OTAN, et l'OTAN est devenue un bloc offensif en l'absence de l'organisation du traité de Varsovie. Cela était tout à fait clair, et la crise en Yougoslavie a été un exemple évident de la manière dont cette transformation de l'OTAN, sans rival ni adversaire capable de résister à la pression, s'est concrétisée dans la pratique. Ce fut un développement terrible pour l'Europe et pour le monde. Je pense que c'est la cause profonde de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Pendant de nombreuses années, les pays occidentaux n'ont pas reconnu que c'était un problème. Pour eux, la tâche consistait à créer une architecture de sécurité qui exclurait la Russie, qui se ferait aux dépens de la Russie. Et Tarahite permettons de juger du succès ou de l'échec de cette architecture. Cette logique devrait rester dans l'histoire et ne pas faire partie de ce sur quoi nous travaillons actuellement. Il y a des signes montrant qu'il existe une compréhension du fait que nous devons faire preuve de beaucoup de créativité et d'ouverture d'esprit pour aborder les questions de sécurité, avant tout aux États-Unis. Et encore une fois, c'est encourageant, mais je ne surestimerai pas son importance, car les États-Unis sont un acteur important, mais il y en a d'autres qui restent très obstinés, encore profondément ancrés dans le passé, dans cette mentalité de guerre froide et de russophobie. Pour moi, il n'y a toujours pas de lumière au bout du tunnel à cet égard, donc il reste beaucoup de travail à faire.
La Russie a toujours été disposée à faire sa part du travail. La Russie a toujours été ouverte d'esprit, mais on ne nous a pas écoutés. Nous avons toujours été traités comme un pays en marge de l'Europe. Et si nous parlons de cette organisation, sa logique, au lieu de chercher à rassembler tout le monde et à élaborer une équation de sécurité incluant la Russie, s'est révélée être une sorte d'outil occidental destiné à civiliser, entre guillemets, les pays à l'est de Vienne, à imposer des valeurs occidentales, à s'ingérer dans leurs affaires intérieures. Si cette logique change, je pense que cette organisation a un avenir très prometteur, et la Russie serait prête à travailler avec tous les autres. Sinon, eh bien, je pense que cette organisation pourrait aussi appartenir à l'histoire, ce qui serait une occasion gâchée pour les pays européens d'atteindre une véritable stabilité et un avenir radieux. Je me souviens que dans les années 1990, beaucoup d'entre nous, des dirigeants américains de haut rang, plaçaient de grands espoirs dans l'OSCE également, et furent assez déçus par l'expansion de l'OTAN. George Kennan, William Perry et plusieurs autres partageaient ce sentiment. Mais lorsque nous entendons aujourd'hui parler de ces propositions d'accords de paix émanant des États-Unis sous différentes formes, cela laisse entendre que les concessions attendues de la Russie seraient, par exemple, que celle-ci ne chercherait pas à rétablir la neutralité de l'Ukraine. Donc, pas d'OTAN. Et bien sûr, le Donbass est également non négociable, mais les Américains suggèrent qu'il pourrait y avoir un accord où l'on redessinerait essentiellement de nouvelles frontières administratives pour Kherson et Zaporizhia. Est-ce quelque chose que les Américains ont réellement... Enfin, je ne sais pas ce qui peut être révélé pour l'instant, mais est-ce fondé sur des discussions avec la Russie ou s'agit-il plutôt d'une liste de souhaits américaines? Eh bien, je ne fais pas partie de l'équipe qui discute des détails de cet éventuel accord. Je n'ai pas participé à la réunion qui a eu lieu le 2 décembre, donc il ne serait peut-être pas très sage de ma part de spéculer sur les détails. Mais je sais qu'il y a une discussion sérieuse. Cela implique, bien sûr, une question territoriale. Vous avez mentionné des concessions de la part de la Russie. Eh bien, une concession de la Russie, et je crois même que le président Trump l'a indiqué, serait que s'il y a un accord, nous arrêterons notre avancée dans le reste de l'Ukraine, car nous aurons certaines garanties que la partie restante de l'Ukraine vivra selon des règles normales et civilisées, où chacun a le droit à son identité nationale, à parler la langue qu'il souhaite, à la liberté de religion, et où il n'y aura pas de glorification des criminels nazis. Toutes ces choses sont importantes, et elles sont sur la table. Ce qui est très important, c'est de savoir à quoi ressemblera le reste de l'Ukraine. Nous voulons avoir un voisin normal, épris de paix, comme c'était le cas avant 2014, ou peut-être même avant 2010, je dirais. Nous voulons avoir le pays avec lequel nous avons signé le traité stratégique. Nous avons reconnu le statut neutre de l'Ukraine, et toutes ces questions concernant l'OTAN sont apparues plus tard. Elles n'ont bien sûr pas été convenues avec la Russie. Nous voulons donc revenir à cette situation, et nous ne voulons pas avoir ce nid de frelons à nos frontières. Nous voulons un voisin normal, épris de paix, et nous sommes prêts à entretenir des relations de bon voisinage très cordiales avec ce pays. Et il y a de nombreux signes indiquant que c'est un scénario possible, étant donné que plus de 7 millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge en Russie depuis le début de cette crise. Et c'est bien plus qu'en Europe. Pourtant, il existe de nombreux liens entre nos deux peuples, malgré les tentatives de beaucoup en Europe de montrer qu'il existe une animosité permanente entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas vrai. Je suis absolument convaincu que les Russes et les Ukrainiens pourront non seulement vivre en paix, mais aussi coopérer lorsque ce régime absolument artificiel, imposé en 2014, disparaîtra,
et lorsque plus personne n'interviendra dans les affaires ukrainiennes comme l'ont fait les pays occidentaux avant 2014, et surtout après 2014. Eh bien, vous avez mentionné à plusieurs reprises les dirigeants européens et la manière dont ils poursuivent une voie qui pourrait mener à un conflit accru avec la Russie. Mais les déclarations récentes de différents dirigeants européens suggèrent qu'ils se préparent à une confrontation à long terme avec la Russie, même si les États-Unis se retirent de ce conflit. Pensez-vous qu'il soit possible que nous finissions par entrer dans une guerre directe? Si tout continue ainsi, et si les élites en Europe ne changent pas, si elles poursuivent la voie qu'elles ont choisie, il y a une forte possibilité d'un tel conflit, et ce ne sera pas le choix de la Russie. Cela devient, vous savez, la seule raison d'être non seulement de l'OTAN, mais aussi de l'UBRI. Comme je vous l'ai dit, ils ont besoin d'un ennemi, de quelqu'un qui puisse attirer ou détourner l'attention des populations européennes de tous les problèmes qu'elles rencontrent chez elles. Ils ont besoin de quelqu'un à blâmer, mais c'est ridicule, par exemple, d'accuser la Russie des problèmes de niveau de vie des Européens, alors que l'Europe elle-même a décidé de ne plus acheter de sources d'énergie russes bon marché. Regardez donc l'Allemagne, ce qui s'y est passé. Est-ce un problème causé par la Russie si l'Allemagne doit désormais acheter des sources d'énergie aux États-Unis et à d'autres fournisseurs, à des prix qui ne sont évidemment pas compétitifs par rapport à ceux de la Russie? C'était un choix délibéré, et les alliés allemands et européens en portent l'entière responsabilité. Mais ils ne veulent pas l'assumer. Ils veulent trouver un ennemi, et cet ennemi, c'est la Russie. Donc si rien ne change, nous faisons face à un avenir très dangereux. Mais je sais que tout le monde en Europe ne pense pas ainsi. Et je ne parle pas de pays comme la Hongrie ou la Slovaquie. Il existe des voix raisonnables dans de nombreux pays européens, et j'espère qu'elles pourront transformer leur position en mesures concrètes et inciter leurs alliés à s'éloigner de cette voie absolument suicidaire que l'Europe choisit actuellement. C'est un enjeu majeur. Sauront-elles modifier la perception et engager un dialogue réel, constructif et ouvert d'esprit avec la Russie? Je pense avant tout à l'OSCE, mais il pourrait aussi y avoir d'autres opportunités pour nous. Un tel scénario, une telle option existe, et c'est celle que la Russie préférerait. Aujourd'hui, par exemple, mon ministre des Affaires étrangères a confirmé que nous serions prêts à signer des traités juridiques, des garanties légales avec l'OTAN et l'UK, comme première étape vers la recherche d'une solution à nos problèmes. Personne n'attaquera personne. C'est donc une sorte de pacte de non-agression, dirais-je, entre l'UMAN, l'OTAN et la Russie. Ces blocs sont-ils prêts à accepter ce type de logique? J'en doute fort, car à en juger par les déclarations de leurs dirigeants, ils ne sont pas prêts à le faire. Ils ne sont pas prêts à abandonner le concept selon lequel la Russie serait un ennemi et chercherait prétendument à attaquer l'UMAN et l'OTAN. Il y a aussi des choses ridicules, comme les récentes déclarations de la présidence finlandaise par intérim de l'OSCE et de Madame Kaja Kallas, connue pour sa faible connaissance de l'histoire, affirmant que la Russie aurait attaqué ses voisins 22 fois et que personne n'aurait attaqué la Russie au XXe siècle. C'est absolument ridicule, très provocateur, mais cela montre la ligne de conduite qu'ils veulent ériger en base pour toute action européenne future. Je suis absolument certain qu'ils connaissent tous deux les faits historiques, car il ne s'agit pas d'une particularité, ce sont les fondements mêmes de l'histoire qu'ils essayent d'ignorer avec de telles déclarations. Ils cherchent délibérément à façonner l'opinion publique en Europe, surtout parmi les jeunes Européens, qui pour de nombreuses raisons peuvent ne pas avoir une solide connaissance de l'histoire,
afin de leur faire croire que la Russie est un ennemi, que la Russie a toujours menacé l'Europe, ce qui est, bien sûr, absurde. Et j'espère que la plupart des Européens comprennent à quel point le scénario qu'on leur impose par de telles déclarations et de telles politiques est totalement inutile. Permettez-moi de vous poser une dernière question. Y a-t-il une quelconque diplomatie en cours entre les Européens et les Russes? Parce que nous voyons maintenant que Lavrov a déclaré que les dirigeants européens sont saisis par une frénésie militariste. Il a dit que s'ils veulent une guerre, alors la Russie est prête dès maintenant. Pendant ce temps, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a affirmé que la Russie est notre prochaine cible et que nous devons nous préparer à la guerre parce que la Russie vient pour nous. Je veux dire, si nous semblons aller dans cette direction, n'y a-t-il vraiment aucun dialogue? Y a-t-il au moins des échanges officieux ou n'y a-t-il tout simplement aucune communication entre les deux parties? Eh bien, il faut être deux pour danser le tango, bien sûr. La Russie a toujours été là. Nous n'avons jamais interrompu notre dialogue avec l'Europe. C'est l'Europe qui l'a fait, d'une manière très condescendante et à courte vue. Je peux vous dire que si l'on parle du contexte officiel, du contexte public et des tentatives d'établir quelque chose, je ne pense pas que nous puissions nous vanter de quoi que ce soit de substantiel. Eh bien, peut-être à l'exception du moment où le président Macron a tendu la main au président Poutine, ce qui n'a mené à rien. Donc, la logique erronée du président Macron n'a pas changé. Je peux vous dire qu'officieusement, je ressens un certain changement dans l'attitude de nos collègues européens, même ici à l'ONU. Il y a eu davantage de réunions dans les couloirs. Il y a eu davantage d'échanges informels qui ne nous ont menés nulle part jusqu'à présent, mais ils pourraient constituer une base pour une reprise de contact à l'avenir. Encore une fois, je peux clairement distinguer des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, voire le Royaume-Uni, je ne sais pas, peut-être les Pays-Bas, la Belgique et d'autres, ainsi que la Suisse. Ils essaient de trouver des solutions de manière informelle et de faire preuve d'ouverture d'esprit. Et puis, il y a un autre groupe de pays, désormais principalement limité à 4, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Ces pays sont très hystériques à l'idée même d'une possible reprise de contact avec la Russie. Ils maintiennent tout le monde sur cette voie suicidaire. Et je pense que les autres membres de la communauté européenne sont très conscients de ces nations hystériques et russophobes qui tentent de monopoliser la politique orientale et la politique russe entre leurs mains. Je ne sais pas s'ils réussiront à intimider les autres comme ils le font actuellement. Mais encore une fois, il existe une tendance, très modeste, certes, à vouloir renouer le dialogue de la part de certains pays européens, bien que non pas de la part de l'UE, bien sûr. Malheureusement, les structures de l'UE et les dirigeants européens que nous avons actuellement nuisent également à cette perspective. Ils essayent de s'aligner sur ces voies radicales et russophobes provenant des 3 États baltes et de la Pologne. C'est assez clair, mais c'est à l'Europe de décider quelle voie elle veut emprunter. Encore une fois, nous ne pouvons forcer personne. Nous sommes ouverts et prêts au dialogue. Nous avons des idées concrètes et ils le savent. J'espère que nous pourrons reprendre contact sur une plateforme quelconque dans un avenir proche, car c'est dans notre intérêt et dans celui du monde entier. Mais un autre scénario est également possible. Si l'Europe reste là où elle est, si elle s'entête, si elle ne veut pas renouer le dialogue, alors bien sûr, je ne peux exclure qu'à un moment donné, il y ait un problème militaire qui, comme l'histoire le montre, laissera à nouveau l'Europe en ruine, avec tous les espoirs brisés, et nous devrons repartir de zéro. Bien sûr, nous ne voulons pas d'un tel scénario. Personne en Russie n'y a intérêt,
Personne en Russie ne veut attaquer l'UE, l'OTAN ou qui que ce soit d'autre. La question est, quel est le choix de l'autre camp? J'espère qu'ils feront le bon choix et qu'ils seront capables de renouer le dialogue avec un esprit ouvert, de rechercher cette équation de sécurité optimale qui inclurait la Russie, qui intégrerait la notion fondamentale de sécurité indivisible, qui réfléchirait à l'ensemble de notre continent européen et non à la protection des pays européens, les pays de l'UE, contre la Russie, contre l'influence de la Russie. C'est une grave erreur, et je ne pense pas que l'Europe doive la commettre 2 fois. Merci. Et oui, j'espère moi aussi qu'il y aura des améliorations sur le plan diplomatique. L'arrêt de la diplomatie a été, à mon avis, l'une des grandes tragédies ici, ne pas pouvoir même se parler. Donc j'espère, probablement pas avec Carlos, mais au moins si vous avez une indication que d'autres dirigeants européens discutent, il y a peut-être une raison d'être optimiste. Du moins, je l'espère. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup.